Si je vous dis opération Barbarossa, vous pensez très certainement à l'opération d'invasion de l'URSS par l'Allemagne en 1941. Mais connaissez-vous la référence historique derrière le choix du nom? Il ne s'agit pas de Barberousse, le pirate barbaresque du XVIe siècle, bien sûr. Il s'agit en fait de Frédéric Ier dit Barberousse, souverain du Saint-Empire romain germanique au XIIe siècle. Pour Hitler, le choix de cette figure révérée du nationalisme allait certainement de soi, mais dans sa croisade contre le bolchevisme, comme il a appelé son invasion de l'URSS, il y avait certainement des choix beaucoup plus appropriés à faire que celui-ci, quand on sait la grotesque fin qui fut celle de Frédéric Barberousse au cours de la Troisième Croisade. Vous allez le voir dans la série Joyeux anniversaire, là on y est vraiment dans un épisode on ne peut plus loose de l'histoire. C'est parti. Joyeux anniversaire. Quand on parle de Frédéric Barberousse, très clairement on ne parle pas d'un obscur monarque du Moyen-Âge. Dans l'histoire allemande, il se place aux côtés d'un Charlemagne ou d'un Othon Ier par sa prééminence. Son règne est long, près de 35 ans, et il est marqué par de nombreux conflits qui l'amènent régulièrement à guerroyer au nord de l'Italie pour faire face à la volonté d'affirmation de la papauté d'une part et à l'horizon d'autonomisation des cités toscanes ou lombardes d'autre part. Barberousse n'est pas toujours vainqueur, loin s'en faut, mais dans les années 1180, il s'est clairement imposé comme le monarque de référence dans tout l'Occident chrétien. La preuve de cela est fournie par la Diète de Mayence en 1184. À cette occasion, tout ce que l'Empire compte de puissant converge pour assister à l'adoubement des fils du roi. Un seul absent de marque, un dénommé Henri le Lion, qui pendant longtemps fut le grand rival en terre d'empire de Frédéric Barberousse et qui a fini par être exilé en Angleterre. L'empereur est alors au fait de sa puissance, et qu'une autorité comme lui parte en croisade, et ce sera certainement l'host médiéval le plus puissant qui aura jamais été convoqué. Et devinez quoi, c'est précisément ce qui arrive en 1189. Dans le format court du jour, je vous fais grâce d'un récit exhaustif des croisades. On se contentera de rappeler la chute de Jérusalem en 1099 et la fondation des États latins d'Orient en suivant. Puis, au début du XIIe siècle, l'accroissement progressif de la pression musulmane jusqu'au premier craquement dans le dispositif franc avec la chute d'Édesse dans les années 1140. C'est alors la convocation de la deuxième croisade qui est un fiasco retentissant. Si vous voulez vous régaler, regardez, mais alors vraiment regardez l'épisode de Confession d'Histoire que je vous mets juste ici en bandeau. Lors de cette deuxième croisade, Frédéric est alors un jeune homme, neveu de l'empereur Conrad III. Il est embarqué dans cette équipée pathétique, avec au menu branlé contre les Seldjoukides dans le désert, absence de vision cohérente d'un plan entre les chefs croisés, siège désespéré de Damas et rembarquement sans gloire pour l'Occident. Bon, avec des renforts de cette qualité, on imagine que la situation des Francs du Levant ne s'est pas arrangée lors des décennies suivantes. Il a suffi qu'un chef musulman puissant, Saladin, se dresse pour que le dispositif s'effondre. En 1187, lors de la bataille de Hattin, les barons francs et les templiers sont battus à plate couture, devrais-je dire massacrés, dans une défaite qui a tout d'un Azincourt moyen-oriental, la pluie en moins. Dans les semaines qui suivent, Jérusalem est prise. La catastrophe est totale. En conséquence de quoi, la troisième croisade est prêchée. Frédéric Barberousse est le premier souverain à répondre à l'appel. Il ne sera pas le seul. Sur le papier, c'est la croisade de tous les superlatifs, avec des rois chevaliers puissants, Frédéric Ier, Philippe Auguste pour la France et Richard Cœur de Lion pour l'Angleterre. Du lourd, du très lourd, du trop lourd. Barberousse a beau avoir 67 ans, il n'hésite pas un instant. Il est en effet le premier des rois à répondre à l'appel. En 1189, il se met en route depuis Ratisbonne, à la tête d'une armée gigantesque. Les chroniqueurs nous parlent de 100 000 hommes, les historiens sont
évidemment sceptique sur ce chiffre, invérifiable, mais qui tout de même témoigne du sérieux de l'entreprise. Barberousse est un roi expérimenté, la logistique de cette lourde armée est assurée, et on s'est également occupé de diplomatie pour faire en sorte que la traversée de l'Empire byzantin d'une part, puis de l'Anatolie seldjoukide d'autre part, ne soit pas une catastrophe. La diplomatie a toutefois ses limites au XIIe siècle, et il ne va pas tarder à s'en rendre compte. Isaac Ange, l'empereur byzantin, a un profond ressentiment vis-à-vis des Occidentaux, de telle sorte que, sans les affronter directement, il fait en sorte que le séjour des troupes de Barberousse sur son sol soit le pire possible, de sorte qu'il faut toute la conviction de saccage répétée pour que finalement les Byzantins accèdent à la requête de Barberousse et de ses hommes de les laisser passer les détroits. Avec les Turcs, ça n'est pas mieux. Aucun accord de libre passage n'a été trouvé, de sorte que le harcèlement des forces turques est régulier. Le désert fait le reste, la logistique est de plus en plus périlleuse, une partie des soldats se débandent, et alors que s'approche le printemps 1190, la situation est de plus en plus compliquée pour Barberousse et ses hommes. Au mois de mai, le sourire est retrouvé. Malgré l'épuisement, Barberousse parvient à vaincre les Turcs lors d'une puissante bataille à Iconium, et il gagne quelques jours plus tard le royaume cilicien d'Arménie au sud-est de l'actuelle Turquie. 2500 km ont déjà été parcourus. Jérusalem n'est plus qu'à quelques journées de cheval. Saladin, qui a été provoqué en duel dans une lettre par Barberousse, peut commencer à trembler de l'arrivée sur ses terres de cette puissante armée. Et là, c'est le drame. Alors comment dire? Une mort sans gloire, c'est une mort sans gloire. Sur ce qui s'est passé le 10 juin 1190, il est impossible de se faire une idée claire, car les versions divergent. Mais aucune ne cherche à livrer une vision héroïque. Par une chaude journée d'été, l'host impérial arrive à proximité du fleuve Salef. Et là, deux options. Option 1, il tente sans attendre de trouver un gué, de passer à cheval, alors qu'il a une partie de son armure sur le dos. La monture se dérobe, il tombe à l'eau et coule comme un plomb. Option 2, l'armée arrive au bord du fleuve, le roi est exténué, il a chaud, il se baigne, hydrocution, arrêt cardiaque, fin de l'histoire. Allez, je vous laisse choisir en commentaire l'option que vous préférez. J'avoue que j'ai un petit faible pour la deuxième, encore plus ridicule que la première. Dans les rangs impériaux, c'est la stupéfaction. Une large partie des troupes se débandent. Seul un noyau dur entend poursuivre sous le commandement du jeune Frédéric de Souabe, fils du défunt. Question urgente qui appelle une réponse urgente. Que faire de l'impérial Dépouille? Réponse, on en fait un pickle, on tanne Saladin et on va l'enterrer à Jérusalem. En conséquence de quoi, on met l'empereur dans du vinaigre que l'on place très probablement dans un tonneau et l'on continue la route vers le sud. Problème, entre la chaleur, le moral des troupes et les épidémies, ce plan n'est pas un bon plan. Face à la corruption rapide de la dépouille de monarque, il faut employer les grands moyens. Alors on passe à la technique du mos teutonicus, destinée à honorer les grands seigneurs morts loin de chez eux. Et comme vous voulez pas savoir en quoi ça consiste, je vais quand même vous le dire. On retire sans tarder les entrailles et le cœur que l'on enterre à Tarse. Puis on fait bouillir le corps pour détacher les chairs des os. Les premières sont inhumées à Antioche, les seconds placés dans un sac, destination Jérusalem. Une destination que l'on n'atteindra évidemment jamais face à l'agonie dans le paludisme des résidus de l'armée impériale. Et ça impose un dépôt finalement dans la cathédrale de Tyr qui sera un peu plus tard détruite. Donc il ne reste vraiment pas grand-chose de Frédéric Barberousse aujourd'hui. Et voilà la fin de ce parcours post-mortem macabre qui aurait dû faire passer l'envie aux rois chevaliers médiévaux de mourir loin de chez eux. Pas vrai, Saint-Louis? Des morts stupides dans l'histoire, il y en a beaucoup.
de la tortue d'Eschyle jusqu'aux nuits torrides de Félix Port, si vous avez la référence. Mais des morts stupides qui changent instantanément le cours d'une dynamique historique, ça, c'est déjà beaucoup moins fréquent. Alors la mort de Frédéric Barberousse n'a pas totalement condamné la troisième croisade qui voit l'arrivée de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion par la suite. Mais en l'absence de reprise de Jérusalem, qui était l'objectif avancé, on peut tout de même parler d'un semi-échec. La stupeur qui a saisi tout le monde germanique se lit cependant dans la postérité de Frédéric Barberousse, qui est à l'origine d'un mythe d'un empereur endormi qui viendra un jour réveiller le génie allemand. Bon, une fois qu'on a dit ça, 836 ans de sommeil, ça fait quand même un gros dodo. Alors, plutôt que d'attendre le retour improbable du roi, mieux vaut conseiller à l'arrivée de l'été de bien s'humidifier la nuque avant d'entrer dans la piscine. Et je vous le dis d'autant plus volontiers que la prochaine vidéo de la chaîne va nous amener vers des eaux beaucoup plus froides que celles du sud-est anatolien. Alors, pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt sur Passeur de Passé.